Alors c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec, avec le post-trauma en fait. C'est-à-dire que c'est sûr que quand on fait la guerre, il y a la guerre physique, telle qu'on l'a fait sur le terrain. On essaie de ne pas mourir, il faut tuer du monde et essayer de ne pas mourir. Et puis après, il y a une deuxième guerre qu'on doit mener, c'est celle qu'on mène avec soi-même une fois qu'on a quitté les théâtres d'opération, quoi. C'est sûr que tout au départ, une des premières guerres auxquelles je me suis intéressé très tôt, dès l'âge de 15 ans, quand j'étais adolescent dans les années 80, on parlait beaucoup de la guerre du Vietnam. Et je dois dire que j'ai même peut-être entendu parler de la guerre du Vietnam avant la Deuxième Guerre mondiale, alors que bon, c'était dans la hiérarchie des horreurs. Et je sais qu'il y avait tout un débat à l'époque qui expliquait que tous les anciens combattants du Vietnam rentraient aux États-Unis et étaient très très mal accueillis et devaient vivre avec leur souffrance. Parce que la nature d'un combat, c'est une chose, c'est-à-dire le bien fondé d'une guerre, est-ce qu'il faut faire telle ou telle guerre? Ça c'est politique, on peut contester une guerre. Mais les hommes sur le terrain, eux, ça n'a rien à voir. Les hommes, eux, ils sont tous courageux sur le terrain. Ils se battent et ils font face à des choses qui sont horribles. Et après, quand ils rentrent chez eux, après la guerre, s'ils ont eu la chance de ne pas être tués, il faut qu'ils vivent avec ça. Et j'ai vraiment eu envie de parler de cette question-là, et surtout d'aborder la question de la solitude, en fait. Parce qu'en fait, la solitude, c'est quelque chose qui est très difficile à représenter au cinéma. Parce qu'a priori, on pense que la solitude est faite de rien, en fait. On a l'impression que si on est dans la solitude, si on vit dans la solitude, on a l'impression qu'on ne vit rien, puisqu'on est seul et qu'il ne se passe rien. Or, c'est une erreur de penser ça. Je pense que les gens qui vivent dans la solitude ont une vie très, très, très remplie de plein de petites choses. Plein de petites choses qui habitent leur existence. Et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans ce film, en l'écrivant d'abord et ensuite en le filmant. Donc, voilà quelle était l'idée à peu près. Votre film, est-ce qu'il y a eu une sortie en salle? Parce que je n'avais jamais entendu vraiment parler. Oui, ben en fait c'est compliqué parce qu'en fait c'est un film indépendant que j'ai produit avec Bruno qui est ici. Tu peux venir? Oui, ben oui, j'attendais que tu expliques un peu la jeunesse voilà, du film pour arriver. Donc Bruno est donc, comme j'ai dit, directeur photo. Et en fait on a produit le film ensemble en fait. On s'est rencontrés quelques temps avant. Et puis on a tout de suite eu envie de faire ce film ensemble. On était vraiment sur la même longueur d'onde, comme on dit, au niveau artistique. Et en fait, on a apporté les ressources. On a chacun apporté nos ressources. Et la base, c'est que même si on n'avait pas beaucoup d'argent, on voulait faire un vrai film de cinéma. On avait assez d'expérience derrière nous. Bruno avait déjà fait des dizaines de films et moi, j'avais déjà réalisé quelques longs métrages. Donc on avait assez d'expérience pour faire un film de cinéma avec très peu d'argent. Et après ça, on avait la chance d'avoir Laurent Lucas, que vous voyez dans le film, qui est un acteur exceptionnel, qui a cette faculté incroyable de se glisser dans un personnage et de nous faire croire à ce qu'il est. C'est un acteur qui est vraiment, vraiment très très riche dans son jeu. Oui? J'ai remarqué le trait de caractère du monsieur. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on dirait que c'est un peu narcissique. C'est très centré sur lui-même. Il se bichonne, il se nourrit, il se donne des pilules, il se fait plaisir. Là, on voit qu'il se fait plaisir à regarder des photos, tout ça. C'est une caractéristique de quelqu'un qui a vécu ou c'est vraiment un trait qu'on a décidé de prendre comme ça? Bah écoutez, c'est intéressant ce que vous dites parce que j'avais pas forcément pensé à la chose comme ça. Narcissique. Ouais. C'est peut-être pas le bon. Non, narcissique, c'est-à-dire à partir du moment où on est tout seul, il y a deux solutions. Soit on souffre de la solitude au point de se supprimer, c'est-à-dire de se suicider, parce qu'on n'arrive pas à supporter la solitude, soit on est obligé de créer un deuxième soi-même en fait. C'est-à-dire une personne dont on va s'occuper. Il se trouve que la personne dont on s'occupe, c'est soi-même. Donc effectivement, il y a une forme de narcissisme, c'est-à-dire ça consiste à avoir assez
de petites actions à faire chaque jour pour occuper le temps, parce que c'est long une journée de solitude. Ça peut commencer très tôt, et puis en plus, comme il n'y a pas d'excès, on ne se couche pas tard, on ne voit pas du monde, on n'est pas spécialement fatigué, donc on peut même se réveiller tôt. Donc ça peut durer 12, 13, 15 heures d'affilée sans rien faire de vraiment important. Donc c'est sûr que une forme de narcissisme, oui, pourquoi pas. Mais je ne pense pas que c'est du narcissisme qui se fait dans le plaisir, par contre. Il n'y a pas de plaisir à ce niveau-là. Je pense, si je peux me permettre c'est aussi. une survie, comme tu dis, s'occuper de soi-même, c'est ça. de se mettre beau. On a besoin de s'occuper de quelqu'un. Il est très discipliné, monsieur. Bah, il est militaire. Oui, militaire. Ah, Et c'est pour ça qu'il régimente tous ces trucs et qu'il récupère. Puis on revient souvent sur les mêmes événements et ça revient schématiquement. C'est cyclique en fait. Son existence est faite de cycles. Mais c'est un peu l'idée d'une vie militaire en fait, c'est-à-dire faite de rigueur. Et en fait, la rigueur militaire appliquée à son existence de solitude devient complètement absurde en fait. Parce que tout ça est dérisoire. Enfin, c'est important pour lui parce qu'il le vit, mais c'est dérisoire pour quelqu'un qui le regarde. En l'occurrence, un spectateur extérieur qui le regarde vivre. Je pense que tantôt, vous n'aviez pas complété ma question. Oui. Est-ce qu'il est sorti en salle, finalement? Non, alors il n'est pas sorti en salle. Il a fait quelques festivals. Je sais qu'il a été présenté au FNC. Oui, J'ai au vu ça FNC, sur, il a pris les rendez-vous du cinéma québécois. Ok. Il passe à la télévision sur Illico. Donc Ah ouais? on peut le Ah ouais. louer, allez le louer, sur Illico, donc il peut se voir là. Et on est en train de préparer une diffusion DVD Blu-ray et on est en pourparlers avec un distributeur pour certaines diffusions en salle. Ok. Mais le problème de la salle et de ce genre de cinéma, c'est qu'il faut s'immiscer dans une machine qui bouffe tout l'espace. Et c'est vraiment un gros problème. Mais c'est typiquement un film indépendant. Ce qu'on appelle indépendant, on pense parfois qu'indépendant, ça veut dire pas beaucoup d'argent. Non, un vrai film indépendant, ça veut dire que c'est fait hors du système. Et le système, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout un processus de fabrication du film et de diffusion du film. Et nous, on est hors de ça. Mais ce qu'on s'est dit avec Bruno, c'est on va tellement travailler avec notre cœur et avec notre métier aussi, qu'on va essayer de faire un film qui a de la valeur, et après, on prendra le temps qu'il faut pour qu'il soit vu. Et c'est ce qui se passe, parce que finalement, le film... progressivement commence à engranger des spectateurs, commence à être connu, et on a eu l'intérêt des médias. C'est sûr qu'on a eu l'intérêt des médias. On a eu toute la presse de Montréal, tous les journaux spécialisés au cinéma se sont intéressés. Ouais. On a vraiment eu tout le monde. Comme si, d'une certaine façon... Attention parce que j'ai pas trop cadré par là. Ouais. Comme si d'une certaine façon tout le système avait besoin. C'est lui narcissique. Non, mais bah, c'est comme si d'une certaine façon on avait aussi besoin de soutenir un certain cinéma indépendant, parce qu'on se rend compte que derrière un cinéma indépendant, il y a une forme d'expression aussi qui vient avec. Ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui on ne peut plus faire un film sans que le scénario soit retouché ou qu'il y ait une intervention dans le scénario par les personnes qui vous donnent de l'argent. Ah oui, c'est terrible. C'est impossible. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de formatage de ce qu'on fait. C'est-à-dire on ne peut plus faire vraiment un film où un auteur écrit un scénario, considère que ce scénario est ce qu'il voulait faire, et il le filme, et il le montre. Ça, ce cinéma-là, il faut considérer que ça n'existe plus. Si je vous souviens, votre film est à Station Vue, c'est la seule salle où vous pouvez être. Ah bah pour le moment. Hors festival, donc c'est une première. Donc bravo, bravo et merci de nous accueillir. Merci à Sébastien ici, Ouais. je vais le souligner. Et c'est, ouais. Oui, Sébastien qui a su nous trouver. Oui, merci Sébastien. Ouais. Merci d'être là. Mais Et une petite chose aussi, pour revenir aux institutions, parce que vu qu'on parle de ce truc-là, même si on avait appliqué aux institutions avec ce scénario-là, on se serait fait rejeter. On est parti avec un scénario qui faisait 40 pages. 40 petites pages. Si on n'arrive pas avec un format de 120 pages bien formaté, on n'est pas considéré. Alors que le film s'est fait beaucoup.
au travail, et Noël arrivait avec des scènes, le matin, on va faire ça, non, on bouge ça, on enlève ça, on a créé un film comme ça, et il a évolué au tournage aussi beaucoup. Hein. C'est pas de l'improvisation, hein. Ce que je cherche à dire, c'est ce qu'il faut expliquer, c'est que l'improvisation, c'est pas la même chose que ce qu'on appelle le work in progress, c'est-à-dire à mesure que le film avance, on trouve on voit le personnage, on filme un personnage. Chaque jour qui passe, le personnage, ben, c'est pas qu'il évolue d'une certaine façon, c'est que le personnage filmé, l'acteur joue et nous donne des choses qui nous permettent de comprendre à la limite de mieux en mieux le personnage. Ça paraît incroyable, mais c'est quelque chose qui se joue entre le scénario, l'acteur, la réalisation. Et d'une certaine façon, l'acteur devient presque auteur lui-même aussi, parce qu'il alimente le film en donnant des directions. Et ça, en temps normal, on ne peut pas le faire quand le scénario est coulé dans le marbre, financé et filmé tel quel. Là, il y a un 30% du film qui a été fait à chaud. C'est-à-dire chaque jour, moi je me levais tôt le matin, et puis j'écrivais les trois scènes qui manquaient, ou que je trouvais intéressantes, et on les filmait dans la journée, en fin de journée. Et souvent, j'en parlais pas à Laurent d'ailleurs. Je lui disais, ce qui était important, c'était de garder toujours la fraîcheur des scènes, et de dire à Laurent, on tournera 3 scènes en fin de journée, quand on aura fini le plan de travail habituel, mais on te les donnera un quart d'heure avant pour que tu aies juste le temps de les mémoriser. Donc c'était très intéressant parce que les scènes étaient... Laurent voyait la scène, on en parlait, il voyait quels étaient les tenants et les aboutissants de la scène, à quoi ça servait, et quasiment le temps que Bruno mette en place le plateau. On peut même trouver l'endroit. Ouais, on a cette scène-là où c'est qu'on va la tourner. Ah non, on va ici. Non, ici on l'a déjà vu. Non, ça ici va être mieux. Non, ça va porter ça au personnage. Donc il y a beaucoup de travail à chaque qui se faisait. Mais en même temps, c'était très cohérent. Ce que je veux dire, ce qui est important de dire, c'est que il faut. L'idée de l'improvisation, ça veut dire improviser, ça veut dire chercher des choses en espérant que ça va nous apporter des choses à laquelle on ne s'attend pas. Là, c'est pas exactement ça le cas de figure. Le cas de figure, c'est de dire, à mesure qu'on avance, on comprend de mieux en mieux notre personnage et on va l'enrichir avec des éléments sur lesquels on a réfléchi. Donc, du coup, ça fait un personnage qui est de plus en plus solide, à mesure qu'on avance. Puis même certaines scènes, on dit, à un moment donné, ça fait de la redite, on l'oublie. Non, parce qu'on l'a vu de notre façon, on enlève celle-là. Donc c'était un travail vraiment... Le tournage s'est fait sur combien de jours? Très rapide, une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours. Petite journée de tournage, on tournait 8 heures par jour. On tournait souvent une prise en fait. Ouais. On tournait souvent une prise parce que d'abord on avait la chance d'avoir un acteur qui était très précis et excellent. Et puis en plus, de me trouver moi en connivence, ça a été une trouvaille parce que c'est pas donné à tout le monde, à tout le temps d'avoir un comédien qui réagisse aussi bien avec le caméraman. Alors souvent on dansait à deux et on se plaçait mutuellement. Et on refusait les répétitions, il n'y a pas de répétition. Ouais, pas de répétition. Non. Ça abîme beaucoup de choses, les répétitions en fait. Parce ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait ok, on va faire ça comme ça, on essaie. Oui, ok, parfait, ok, on y va. Et c'est s'arrêter là. Non, mais c'est-à-dire que les une fraîcheur, puis en même temps des petites erreurs techniques. Ouais. Mais, pas tant que ça en fait. Hein. Non, mais c'est-à-dire, les répétitions, quand on a beaucoup d'acteurs, ça peut être nécessaire parce qu'on a besoin de placer les acteurs les uns par rapport aux autres. Mais quand on a essentiellement un acteur et qui sait exactement dans quelle direction il doit travailler, on peut éviter les répétitions. Parce que c'est vrai que souvent les répétitions, ça peut abîmer des choses. Ça peut déflorer des choses. Il y a des choses qu'on a envie de garder et qu'on a envie d'exprimer une seule fois en espérant que ça va être pur au moment où ça va sortir. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce tournage, qui est une expérience en soi en fait. Et en fait, toute la philosophie du film consiste à essayer de faire ce qu'on ne peut pas faire dans le cadre d'une production habituelle. C'est ça qu'on a essayé de faire. Est-ce que c'est votre premier film? Non, c'est mon troisième. Les autres ont été faits de la même façon? Non. Le premier, un petit peu, mais il y avait quand même plus de moyens. Le deuxième, j'avais des moyens. Il y avait des moyens importants. Non, c'est pas... En fait, je pense que tout réalisateur devrait avoir de temps en temps besoin ou devrait retourner comme ça aux sources de la fabrication d'un film. Parce que c'est sûr que
plus on a d'argent et plus on a tendance à faire un cinéma conventionnel en fait. Et ennuyeux. Puis de s'alourdir avec la machinerie, et des grosses équipes. Là, on est une petite équipe, toute petite. On était en moyenne 5 sur le plateau. Pas de ce que vous avez dit, de ce que vous apprenez au fur et à mesure. Par exemple, c'est tout écrit, c'est tout écrit. C'est pratiquement... Ils n'apprennent pas de ce qu'ils voient. C'est ça, avec un producteur derrière qui surveille. Mais c'est sûr que quand vous avez des dizaines et des dizaines, voire 100 personnes sur un plateau de cinéma, ça devient c'est une entreprise en fait. C'est presque plus une entreprise qu'un projet artistique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des grands films dans ces conditions. Il y a des grands films qui ont été faits avec beaucoup de moyens. Il ne faut pas non plus dire que soit parce qu'il y a de l'argent, ça va faire un mauvais film. C'est pas ça que je dis. Mais globalement, quand il y a de l'argent, il y a des contraintes économiques et des contraintes d'organisation qui font que c'est très difficile de faire jaillir des choses qui sont artistiques. C'est plus difficile, plus surprenante. Et moi je trouve qu'après presque... Le cinéma est né en 1895, on fait le calcul, ça fait 120 ans. Ça fait 120 ans de cinéma, on commence à avoir vu des choses. Je ne sais pas vous-même, mais maintenant quand on regarde des films, il y a beaucoup de situations qu'on a l'impression d'avoir déjà vues. Où on se dit, ah oui, il va se passer ça, on l'a déjà vu. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'aller chercher des choses qui sont un peu surprenantes. Dans sa paranoïa, parce qu'il était un petit peu parano, la deuxième personne, où on ne sait pas si c'est la même personne qui lui envoyait, qui était peut-être pervers, et puis qui lui envoyait des trucs. À votre avis? C'est peut-être dans sa tête aussi ce qui l'a peut-être amené à se rétablir, ou bien ça peut être la fille du manteau rouge. Oui, c'est ça. Ouais. Tout est possible. C'est possible. Tout est possible. Ça peut être lui-même aussi. Ça peut être lui-même qui était complètement déjanté, puis qui était écrire t'es un pervers, je suis un pervers. Parce que quand on voit la dame avec le manteau rouge après, ça semble pas être elle, en tout cas. Tu la regardes, tu dis, elle semble être honnête, ça peut être la fille qui a fait cette folie-là, mais elle est peut-être aussi folle que lui, remarquez. Mais pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que dans le fond, c'est vous qui jugez de ça, mais j'ai pas pour moi, j'avais pas l'impression de traiter un pervers. J'avais pas l'impression que c'était un pervers. Non. C'est quelqu'un qui est dans le besoin, c'est quelqu'un qui a fondamentalement un besoin d'amour et d'attention et qui est malhabile, qui ne sait pas l'exprimer. Il est plus malade que pervers. La perversité, ce serait plutôt une construction de l'esprit un peu maligne, un peu diabolique. Là, on n'est pas avec ça, je pense. Non, pas du tout. Même si c'est quand même bizarre ce qu'il fait. Oui, c'est trop bizarre. Ça amène à penser que des fois, on va voir des comportements, puis si on savait l'histoire, tu sais, qu'on oui, va juger, puis si on savait l'histoire en arrière. Alors là, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, et c'est exactement mon projet de cinéma en général. La plupart du temps, quand je fais des films, j'ai toujours cette idée en tête. Ça me fait bizarre que vous disiez ça, parce que c'est exactement ça. Si on voyait l'histoire derrière les gens, on comprendrait. Et c'est sûr qu'on n'a pas le temps. En fait, on utilise des préjugés parce que c'est plus rapide. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas passer notre temps à essayer à chaque fois qu'on voit une personne de dire « Ah !» Mais c'est sûr que si, de temps en temps, dans certains films ou dans certaines œuvres artistiques, on arrive à aller derrière, ça peut être intéressant. Mais votre film, c'est purement de la fiction. Vous n'êtes pas inspiré d'un réel choc post-traumatique? Écoutez, c'est un croisement de plein de choses. Non, je ne me suis pas inspiré au sens concret du terme. Je ne suis pas parti d'une personne que je connais, etc. Maintenant, c'est un croisement de plein de choses, plein d'informations, plein de personnes que j'ai connues avec l'envie d'exprimer ça, puis un intérêt profond pour ça. Des recherches aussi, j'ai fait des recherches quand même. J'ai fait des recherches sur cette question, mais pas trop non plus. Ça me rappelle ce que disait Georges Simenon. Il disait, j'ai passé dans tous les livres que j'ai écrits, j'inventais tout et je faisais tous mes livres étaient bons quand j'inventais. Et la seule fois de ma vie où j'ai essayé de me documenter et d'écrire un livre vraiment très proche de la réalité, j'ai fait un mauvais livre. C'est vrai qu'à un moment donné, la fiction doit aussi rester dans la fiction. On n'est pas. Il y a une façon documentaire de filmer, mais ça reste une œuvre de fiction. Oui. C'est une réflexion en fait. Je pense que la folie, il n'y a jamais personne qui va pouvoir aller aussi creux pour être capable d'exprimer non plus. On ne sait pas comment ça se passe. Puis même eux,
serais pas capable de le dire comment ils se sentent. La folie. Parce qu'on sait, il y a une chose qu'on sait avec la folie, c'est d'abord c'est subjectif, on ne sait pas quelles sont les limites de la folie, mais à un moment donné, plus ou moins. oui, mais à un moment donné, on voit bien qu'il y a des comportements qui ne sont pas gérables en société. Il y a des comportements de personnes, tiens, pas plus tard qu'hier, j'ai vu un gars dans la rue qui marchait un petit peu comme ça, puis il a vu un pigeon, il a attrapé le pigeon, puis il lui a fait des bisous. C'était une vision à la fois comique, ridicule, pathétique, absurde, il y avait toute la gamme qui était là-dedans. Là. Et moi je regardais, ma fille qui a 6 ans a vu ça, puis elle m'en a reparlé aujourd'hui, ça l'a perturbée, elle ne comprenait pas pourquoi on pouvait ramasser un pigeon comme ça dans la rue et puis lui faire des bisous. Elle ne comprenait pas du tout. Mais en même temps, lui, dans sa logique, il ne vit pas selon les critères habituels. Probablement qu'il était peut-être un petit peu sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, je ne sais pas quoi. Mais en faisant ça, il y a eu une relation. Nous, on peut passer dans la rue et puis penser à des choses comme ça, mais on ne le fera pas. La seule différence avec la folie, c'est que la personne dite folle va le faire. Donc, d'une certaine façon, elle franchit le cap qu'on ne franchit pas normalement, qui consiste à agir et à aller contre les règles de la société, en fait. Tant que c'est pas dangereux, ça va. Quoique le pigeon, je ne sais pas s'il adorait. Est-ce qu'il roucoulait ou... Non, il avait l'air un peu choqué. Je pense qu'il l'a relâché après, mais j'ai pas pu assister à ça. Est-ce que vous avez un prochain film? Oui. Bientôt? Oui. Ben, je travaille à ça en ce moment, j'espère que je pourrai tourner ça bientôt. Probablement qu'on travaillera ensemble, oui. On va essayer. Vous allez nous présenter. Ah bah, On fera ça, volontiers. Ça va Si vous avez besoin d'une folle. Ah bon, vous vous considérez comme tel? Est-ce que ça va être un film indépendant? Oh, ben indépendant, non, parce que là, ce coup-ci, j'essaie de chercher du financement, d'essayer de faire un film avec plus, il y aura plus d'acteurs, plus de situations. Mais j'espère que je vais faire un beau film avec ça. C'est tourné dans quel quartier de Montréal? Le militaire? Angus, oui. Le militaire, oui, un peu Angus. Angus, et puis le plateau essentiellement. À côté. On a tourné dans un périmètre assez étroit. Rachel. C'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. Terrasse Guindon, C'est le parc. Rachel. C'est près de Folhomme, là, dans ce coin-là. Mais c'est drôle pour vous parce que vous êtes capable d'identifier les lieux. Non, c'est parce que j'ai demeuré 38 ans. Ah oui, c'est ça. ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau de la fiction, moi je sais que par exemple sur mon premier film, là, qui s'appelait Sur la trace d'Igor Lutzy, peut-être qu'on pourra le présenter un jour, comme ça vous pourrez le voir. Ça, c'était sous la neige et tout ça. C'était vraiment Montréal sous la neige, là. Et on avait tourné sur le plateau et il y avait des personnes qui vivaient sur le plateau, qui avaient vu le film, qui disaient « Ah oui, je vois, t'as filmé à tel endroit, etc. » Donc eux, ils avaient une certaine appréciation du film, une certaine évaluation du film. Plus la géographie. Et puis bon, comme c'est un film qui avait beaucoup voyagé dans le monde, j'avais eu pas mal de renommées dans les festivals internationaux, etc. Puis alors pour les gens, c'était pas du tout ça, quoi. Eux, pour eux, c'était pas le plateau, ils avaient une réalité, des gens comparaient ça à un western. Donc le plateau, pour les gens, c'était un western. Il y a encore 10 ans, quand j'ai filmé ça, et c'était très insolite, il y avait très peu de monde sur le plateau encore à l'époque, alors que là, les 10 dernières années, il y a eu beaucoup de monde qui sont arrivés. Et la perception des gens qui ne connaissaient pas les lieux était pas du tout la même, c'était incroyable. J'espère quand même que vous avez pu rentrer dans un personnage qui habite si près de chez vous. Quoi qu'il faut se méfier, hein, on sait jamais.